Vous écoutez France Culture. Sur les docks. Bonjour, sur les docks, l'heure du documentaire sur France Culture. Deuxième volet de notre série consacrée à l'inhumain et à ses différents sens dans les activités comme la guerre, la science, la technique ou la religion. Le cœur humain ne s'élargit qu'avec un tranchant qui le déchire, écrivait Flaubert. La panoplie des blessures que l'homme s'inflige ou inflige à autrui est variée et inventive. Anorexie, addiction, dépression, agression, homicide, suicide. Pour une majorité d'analystes de l'âme, l'inhumain est au cœur de l'homme, de sa subjectivité. L'inhumain enseigne la psychanalyse et le propre de l'homme en tant qu'il est un être parlant. Pour d'autres thérapeutes, l'humain se définit d'abord comme un corps et le corps comme mécanique. L'inhumain est dès lors une question de déterminisme, qu'il soit biologique, génétique, hormonal ou encore psychosocial. D'où vient l'inhumain ? Esquisse de réponse avec le documentaire de Martin Kénéen réalisé par Rafik Zénine et intitulé « Le propre de l'homme ». L'homme, qui est un animal, comme vous le savez, est un animal singulier dans la mesure où c'est un animal où ce qui fait le propre des vertébrés est poussé à son extrême, c'est-à-dire la tête. L'homme a une tête particulière. D'abord parce qu'elle est sur ses épaules, qu'elle est en l'air et non pas en bas. Et ensuite parce que c'est la quintessence du vertébré, c'est pas d'avoir des vertèbres, c'est d'avoir une tête. Cette fameuse tête avec des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, c'est-à-dire tous les organes des sens qui sont concentrés dans un même endroit, et un même endroit qui est à l'avant du corps et qui regarde le monde en face, un monde qu'il va appréhender avec tous ses sens et en même temps avec la perception qu'il a de son corps dans le monde. C'est ça qui fait le propre des vertébrés, c'est qu'ils ont une perception de leur corps. C'est-à-dire qu'ils sont des sujets, parce que c'est finalement le sujet qui est au cœur de l'être. Mais la subjectivité d'un poisson, ça existe déjà, parce qu'un poisson souffre, un poisson a ce qu'il faut pour souffrir dans son cerveau. Un poisson est capable de prendre des décisions qui sont fondées sur le plaisir ou la souffrance. Autrement dit, c'est une bête affective, et c'est ça qui caractérise tout ce phylum d'évolution de l'être, dont un des rameaux terminaux est l'humain. Le propre de l'homme. Un documentaire de Martin Kénéen et Rafik Zénine. L'homme est une bête affective, une bête qui prend du plaisir et qui souffre, mais aussi, plus étrange, une bête qui prend plaisir à faire souffrir ses congénères. On parle alors de cruauté inhumaine. Comment ? La plus aboutie des créatures, le dernier maillon de la longue chaîne de l'évolution, l'humain, serait inhumain ? L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête, écrivait Pascal. Criminels, meurtriers, tueurs en série, dans le miroir de notre humanité, certains reflets nous épouvantent. Et si même les saints ne sont pas des anges, on ne sait plus auquel d'entre eux se vouer pour comprendre et se soigner des penchants inhumains qui nous hantent. Mais l'homme dont vous parlez est un monstre. L'homme que je peins est dans la nature. C'est une bête féroce. Eh bien, le tigre, le léopard dans cet homme est, si tu veux, l'image. N'est-il pas comme lui, créé par la nature et créé pour remplir les intentions de la nature ? Le loup qui dévore l'agneau accomplit les vues de cette mère commune, comme le malfaiteur qui détruit l'objet de sa vengeance ou de sa lubricité. Oh, vous aurez beau dire, mon père, je n'admettrai jamais cette lubricité destructive. Parce que tu crains d'en devenir l'objet. Voilà l'égoïsme. Changeons de rôle et tu le concevras. Interroge l'agneau. Il n'entendra pas non plus que le loup puisse le dévorer. Demande au loup à quoi sert l'agneau. À me nourrir, répondra-t-il.
Des loups qui mangent des agneaux dévorés par des loups, le fort qui sacrifie le faible la victime du fort. Voilà la nature. Voilà ses vues, voilà ses plans. Une action et une réaction perpétuelle, une foule de vices et de vertus, un parfait équilibre, en un mot, résultant de l'égalité du bien et du mal sur la terre. Équilibre essentiel au maintien des astres, à la végétation, et sans lequel tout serait à l'instant détruit. Le terme même d'inhumain ne désigne que l'homme. Anaëlle Lebovitz, doctorante en philosophie. On n'aura jamais l'idée de considérer qu'une grenouille est inhumaine, par exemple. On n'aura jamais l'idée de considérer qu'un lion est inhumain. Ce qui est inhumain, par définition, ce n'est pas ce qui est anumain, mais précisément ce qui va contre l'homme. Or, ce qui va contre l'homme ne peut venir que de l'homme. Et il me semble qu'Aristote faisait la distinction tout à fait importante en son temps entre deux formes de vie. Une première forme de vie qu'il appelait Zoé, qui est la vie végétale ou animale. C'est la vie en tant qu'elle s'oppose à la mort. Et puis, pour l'homme, qui avait évidemment la vie Zoé, l'homme, puisqu'il était bien vivant. Pour l'homme, il a aussi trouvé un autre nom pouvant caractériser la vie, et il l'a appelé cette vie bios. Et dans la vie bios, il y a l'idée que l'éthique mord sur cette vie Zoé. Elle est présente. L'animal, on pourrait caractériser sa vie comme étant ce qui lui permet de se préserver adéquatement. La vie de l'animal ne sert qu'à préserver la vie de l'animal. Bien évidemment, tout ça est bancal chez l'homme. Cependant, c'est précisément parce qu'il ne cherche pas à préserver adéquatement sa vie, c'est précisément parce qu'il ne peut pas préserver adéquatement sa vie, qu'il est aussi capable du meilleur, et d'actes nobles en particulier, qui nous permettent le cas échéant de risquer notre vie. Et ça n'est permis qu'à l'homme parce qu'il est le seul vivant à ne pas passer son temps à préserver adéquatement sa vie. Aussi, si l'homme est capable de se dépasser, et donc est capable de noblesse, parce qu'il est le seul vivant à pouvoir faire, à poser des actes et à engager sa vie, bien évidemment, à la même source, il est aussi capable de se ravager. Et au fond, à ce moment-là, de faire prévaloir ce qu'il y a d'inhumain en lui. Mais je pense qu'il faut tenir les deux ensemble. Les animaux peuvent être violents, agressifs, avec des pulsions de destruction, voire des pulsions de mort. Jean-Didier Vincent, neuropsychiatre. Mais il reste dans le domaine de l'agressivité. Ça reste des comportements qui sont déclenchés de façon très prévisible. Enfin, il n'y a pas cette labilité extraordinaire de ressentiment, de la méchanceté chez l'humain. La haine est spécifiquement humaine. En ça, je rejoins les psychanalystes de même que l'amour est spécifiquement humain. Moi, je suis psychanalyste d'orientation lacanienne. Georges Haberberg. C'est vrai que Jacques Lacan nous a laissé, de ce point de vue-là, une définition assez précise de l'humain. Ce qui spécifie l'humain, c'est la parole. Et donc, c'est pourquoi il a inventé ce néologisme de par-l'être, être parlant. Ce qui est humain est de ce côté-là. Ce qui est inhumain, c'est la rencontre entre le corps et la parole qui produit, chez l'être parlant, cet effet particulier qu'est la jouissance. Bon. À partir de là, on peut apercevoir une chose, c'est que l'inhumain, du point de vue de la psychanalyse, n'a rien à voir avec la bête, puisque la jouissance, qui ne relève pas des lois de la parole, dépend de la parole. Alors, il n'y a pas autant qu'on le croyait de césure introduite par le langage entre l'animal et l'animal humain. Tout est à relativiser de plus en plus. Maintenant, on a tendance à prendre les bêtes au sérieux, et notamment les chimpanzés. L'écart est considérable, c'est 400 grammes de cortex préfrontal qui nous donne toutes ces capacités à haïr l'autre, à aimer l'autre, à faire tout ça. Mais il y en a un peu chez le singe. C'est de la même façon de penser que quand il y a une atrophie du cortex frontal chez certains assassins, c'est un retour à l'animalité. Non, bien sûr que non. Il ne suffit pas de couper les oreilles d'un lapin pour en faire un chat. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne redevient pas
un animal. L'homme ne redevient jamais une bête. C'est pour ça que de façon un peu péjorative, on dit le fourniret, là, tout ça, c'est une bête. C'est pas vrai, c'est un type qui est relativement intelligent, mais qui est formidablement pervers. C'est-à-dire que son cerveau a été froissé. C'est complètement tordu, déchiré là-haut. Mais c'est pas pour ça qu'il est devenu un animal. Nous répugnons aux médicaments, quoiqu'ils nous soient pourtant salutaires. Accoutumons-nous de même à ce qu'on appelle improprement le crime. Nous n'y trouverions bientôt que des charmes. Cette répugnance momentanée est bien plutôt une adresse, une coquetterie de la nature, qu'un avertissement que la chose l'outrage. Elle nous prépare ainsi les plaisirs du triomphe. Elle en augmente ceux de l'action même. Il y a mieux, Justine, il y a mieux. C'est que plus l'action nous semble épouvantable, plus elle contrarie nos usages et nos mœurs, plus elle brise de frein, plus elle blesse ce que nous croyons être des lois de la nature, et plus, au contraire, elle est utile à cette nature. Ce n'est jamais que par des crimes qu'elle rentre dans les droits que la vertu lui ravit sans cesse. Si le crime est léger, en différant moins de la vertu, il établira plus lentement l'équilibre indispensable à la nature. Mais plus il est capital, plus il semble effrayant, plus il a d'étendue, mieux il égalise les poids, plus il balance l'empire de la vertu qui détruirait tout sans cela. Qu'il cesse donc de s'effrayer celui qui médite un forfait ou celui qui vient de le commettre. Plus son crime aura d'étendue, mieux il aura servi la nature. Oh, mon père, avec de tels principes... On est un scélérat. N'est-il pas vrai, ma chère? Mais le scélérat est toujours l'homme de la nature, et le vertueux ne l'est que par circonstance. Là, on rentre dans des personnages qui sont des calculateurs, des froids. J'ai eu la chance de mesurer des tueurs en série en Grèce. Jean-Luc Ayoun, docteur en médecine et acupuncteur. En prison. Et ils ont tous les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils ont une recherche de nouveauté extrêmement forte, une faculté cognitive, mentale extrêmement puissante, avec à la limite, je dirais, non pas une sociophobie, mais une asocialité majeure. Ça, c'est déjà les deux comportements primaires. Alors après, il y a des rouages plus complexes. La maîtrise des pulsions, par exemple, où là on rentre dans le pathos, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus, qui débordent le cadre physiologique et qui effectivement ne vont plus du tout maîtriser les pulsions. Alors imaginez si c'est une pulsion suicidaire ou une pulsion agressive, bien évidemment, là elle ne sera plus contrôlée. D'autant plus que le besoin de récompense, facteur de comportement primaire de Robert Cloninger, qui est lié à la noradrénaline, est lui effondré. Tout est calculé, il n'y a pas d'émotion. Si on est émotif, on est un impulsif. Si on est sensible, on peut tuer par réaction, mais on ne peut pas tuer par calcul comme un tueur en série. Qui a une jouissance extrême, et cette jouissance extrême au moment de l'acte n'est pas une émotion. Elle s'apparente presque à des processus mystiques, mais inversés. C'est un acte cognitif qui est parfaitement maîtrisé, mais par la cognition elle-même, et absolument pas par l'émotion. À l'époque, je n'avais pas étudié les schémas dysfonctionnels précoces, mais il est évident qu'on va retomber sur certains schémas, en particulier les schémas de droit personnel exagérés. C'est souvent des milieux éducatifs très permissifs, où il n'y a eu aucune contrainte, aucune barrière qui a été mise dans l'éducation, le plus souvent. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être un schéma punitif, ça peut être quelqu'un qui a été extrêmement brimé. Je pense que chez certains tueurs en série, ça a dû être retrouvé. Dès qu'on a affaire à un tueur en série, ou même à un tueur... pour lequel on ne comprend pas bien les motivations du crime, automatiquement c'est un pervers narcissique, automatiquement. Francesca Biaggi-Schei, psychiatre et psychanalyste. Et donc cet automatisme fait qu'on parle à sa place, c'est-à-dire qu'on le définit, en le définissant on le fait taire, on fait surgir cette parole soi-disant de spécialiste, et finalement on devient un témoin à charge. Donc ce qui est vraiment ce contre quoi quand même on doit se prémunir. On n'a pas à être un témoin à charge ou à décharge d'ailleurs. On a à dire ce que nous savons, pas à le typifier justement. Un potentiel, il est là. Une intelligence, elle est là. Un comportement, il est là. Mais il est utilisé ou pas utilisé. Alors par contre, dans les normes
extrême, comme pour la recherche de nouveautés. Si vous avez une recherche de nouveauté qui est extrêmement forte, qui correspond d'ailleurs à un gène précis, comme l'a montré Cloninger, là, vous n'avez plus une recherche de nouveauté. Vous avez un comportement à risque, vous avez une prise de risque maximale et vous devenez un danger à la limite pour vous-même et parfois pour les autres. Mais ça, c'est des critères qu'on va dire extrêmes qu'on va retrouver en psychopathologie ou en psychiatrie, mais absolument pas dans le comportement normal humain. Alors là, je vous dirais une formule qui, moi, m'a servi de boussole pour travailler en prison. C'est une formule de Lacan qui dit en effet que de sa position, le sujet est toujours responsable. José Rambaud, psychologue psychanalyste en prison. Donc en effet, on peut prendre le criminel, on peut prendre le délinquant. Ce qui compte, c'est qu'en effet, il y a une position du sujet, c'est-à-dire qu'il consent une telle position. Donc effectivement, il y a la génétique, ça ne concerne pas les psychanalystes, puisque c'est complètement un autre discours. C'est-à-dire de vouloir rendre compte qu'il y aurait un criminel né. Alors que nous, on s'oppose à ça en tant qu'en effet, le criminel décide de son acte. Ou quelque part, il décide de sa position délinquante. C'est pour ça que, en effet, tout le travail d'un clinicien orienté par la psychanalyse en prison, il va travailler sur la responsabilité du sujet, puisque le sujet est toujours responsable de sa position, quelle qu'elle soit. Chaque sujet humain, quel qu'il soit, va avoir à traiter ce que vous appelez effectivement l'inhumanité. Alors c'est pour ça que le psychanalyste en prison, on peut dire, il fait accueil. Quelque part, il fait accueil à l'inhumain. C'est-à-dire qu'il est prêt à entendre n'importe quel sujet, même le plus monstrueux qu'il soit. Mais justement, du simple fait qu'il s'adresse à quelqu'un pour parler, c'est qu'il y a quelque chose d'une part d'humanité qui est en lui. Donc moi, je ne peux parler que de ceux qui viennent me voir. Mais ceux qui viennent me voir, on peut dire qu'il y a quand même déjà un point d'humanité, puisqu'il s'adresse à quelqu'un. Mais si on les renvoie effectivement à des spécialistes et tout ça, eh bien, on ne traite pas cette question-là. Parce qu'on ne va pas s'adresser au sujet qui demande quelque chose, en fond. Si on traite son trouble, on ne va pas entendre qu'il cherche à sortir de l'inhumain, justement. Quelque part, on le sanctionne. Donc on pourrait dire que c'est aussi le responsabiliser à outrance. C'est-à-dire qu'à la fois, on le déresponsabilise, mais en même temps, l'envers, c'est qu'on le responsabilise en le sanctionnant. C'est-à-dire que si tu as un trouble, c'est que tu n'es pas droit. Donc, qui dit pas droit, dit déviant, donc délinquant. Donc, vous voyez, la question, c'est de recevoir, en effet, l'inhumain comme marque du sujet. Je ne veux pas faire de la prévention au sens d'un vouloir, parce qu'à ce moment-là, ça m'obligerait à déceler des signes. Or, je ne suis pas là pour déceler des signes qui seraient prédictifs. Il n'y a rien de prédictif. Par contre, la prévention, elle se fait, je pourrais dire, automatiquement de l'accueil que je fais de la langue d'un sujet différente de la langue commune, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une vraie prévention, entre guillemets, au sens où ça n'apparaîtra jamais parce que ça aura pris un autre chemin, mais dont nous ne saurons jamais rien. C'est ça la vraie réussite de la prévention. C'est pas de dire j'ai vu qu'il allait être assassin, délinquant ou je ne sais pas quoi, et donc je vais agir en l'enfermant ou en faisant ci ou ça, peu importe. Bon, bref, c'est pas ça. C'est j'ai vu la structure de la faille qui le met lui dans la position d'être détruit par l'ouverture de cette faille, je le protège. La question, c'est d'amener le sujet face à sa responsabilité de sujet. José Rambaud, psychologue psychanalyste en prison. C'est-à-dire que s'il récidive, qu'il sache en connaissance de cause. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est que l'analyste n'est pas là pour remettre les gens dans les rails. C'est pas ça. C'est de confronter le sujet à sa responsabilité de sujet. C'est-à-dire que s'il récidive, qu'il sache qu'il a engagé sa responsabilité. C'est pas du même ordre que de vouloir faire le redresseur de tort. C'est pas ça la fonction du psychanalyste. Alors c'est vrai que ça va à l'envers, en effet, des démarches plutôt pénitentiaires, qui est en effet de vouloir corriger le sujet. Alors que nous, c'est de le confronter à sa responsabilité et que s'il récidive, qu'il en ait en effet connaissance de sa position. Et après tout, il est libre de récidiver. C'est-à-dire, au fond, il a une certaine liberté qui est à respecter. Comme le sujet, par exemple, psychotique qui a été condamné par exemple, à 25 ans. Lui a décidé de ne pas faire appel sur sa condamnation, qui était énorme.
eh bien, en effet, là, on voit bien son honneur de sujet. C'est-à-dire que lui, il a tenu parole et il a dit qu'il ne ferait pas appel. Il n'a pas fait appel malgré les 25 ans. Donc ça montre qu'il y a une certaine éthique, même chez un sujet psychotique. On veut savoir vraiment. Donc pour savoir vraiment, le psychanalyste, depuis longtemps, fait fi des préjugés. Il est dans un moment où ce qu'il peut faire, c'est, au fond, permettre que s'humanise ce qui a été déshumanisé, coupé, séparé dans le passage à l'acte. Si les coordonnées du sujet sont des coordonnées néo-signifiées, des coordonnées très particulières, quelque chose à quoi on ne comprend rien, eh bien, le psychanalyste va s'y intéresser. Il va demander au sujet sa parole sur cet acte. Et l'exemple que je prends, c'est celui de Jean-François Abgral. C'est à propos donc de Francis Holm qui disait toujours « j'ai eu un pépin ». Alors, évidemment, quand il disait « j'ai eu un pépin », c'était à propos de crime. Mais personne ne le savait. Pourquoi personne ne le savait? Parce que dès qu'on entendait le mot pépin, on disait « bon, il nous bassine encore avec ses pépins ». Et Jean-François Abgral lui a demandé « qu'est-ce que c'est que ce pépin? Est-ce que ça ne serait pas par hasard cette jeune fille sur la plage? Est-ce que ça n'aurait pas un rapport ?» et évidemment, vous voyez l'effort qu'il faut faire pour... Évidemment, il ne faut pas à ce moment-là penser en termes de on ne peut pas dire pépin quand on a tué. Bien sûr qu'on ne peut pas dire pépin quand on a tué. Ça, je suis tout à fait... Évidemment, personne ne soutient une chose pareille. Mais lorsque nous sommes dans l'intime d'un dialogue, si on veut savoir, eh bien, il faut vouloir savoir, ce qui permet d'accrocher un mot à un acte, et là, on entre dans quelque chose de l'humanisation. Après, que le criminel en question soit puni, aille en prison, ou bien aille en hôpital, ça dépend des jurés, ça dépend de ce qui se passera dans les cours d'assises, ça ne dépend pas du psychiatre ou du psychanalyste, si on peut dire. Mais quand même qu'au minimum, il fasse valoir quelles étaient les coordonnées réelles de l'acte. Disons que toute l'humanité a affaire avec des questions concernant tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que tout sujet délinquant ou criminel, il traite la même chose que tout sujet humain. C'est-à-dire le mystère de la mort, le mystère du sexe. C'est les trois questions. D'où je viens, qui suis-je, où je vais. C'est, voilà, que l'on soit psychotique, pervers ou névrosé, on traite tous cette question-là avec des moyens différents. Pour les délinquants, c'est la même chose, si vous voulez, et pour les criminels aussi. Donc c'est en ça qu'ils sont quand même humains, parce qu'ils traitent les mêmes questions, mais avec des moyens différents. Et puis ça pose la question du passage à l'acte. Effectivement, c'est ce qui fait commettre les actes, c'est que c'est une sortie, souvent pour sortir de l'angoisse. Souvent, beaucoup d'actes criminels sont des moyens, en effet, de sortir de l'angoisse, pour tenter justement de colmater le fait de ne pas savoir. Et par exemple, pour le braqueur de banque, on peut penser que, effectivement, quand il va braquer une banque, il franchit la réalité. C'est quelque part, c'est comme s'il délirait. Je crois que la fascination porte moins sur la pensée de tuer ou de faire du mal à l'autre, que sur le fait que le sujet le réalise. Et je crois qu'elle porte encore plus, si on en lit la coupure de presse, puisque je lis tous les faits divers, donc je suis très spécialiste des faits divers, elle porte encore plus sur l'absence de culpabilité. C'est ça qui fascine les êtres que nous sommes. Pourquoi? Mais parce que la culpabilité, c'est ce que nous sacrifions de nous pour pouvoir faire lien ensemble. Bon, parfois elle est trop grande, parfois elle n'est pas, mais comme on ne fait pas d'actes trop répréhensibles, ça va. Mais c'est quand même une part sacrifiée. Alors que là, qu'est-ce qu'on a? On a finalement quelqu'un qui ne fait aucun sacrifice. Alors ça sidère, vous comprenez, quelqu'un qui ne fait aucun sacrifice. Et que apparemment, ça ne rend pas malade. Évidemment, ça ne le rend pas malade parce qu'il l'est déjà de ne pas savoir faire de sacrifice. Voilà ce qu'il faut faire savoir. Tout le monde s'angoisse, tout le monde délire. Finalement, tout le monde se fait du mal. On se sacrifie, se scarifie, on fume, on mange trop ou trop peu,
On dort comme des souches, on se bat, on se blesse, on est tous inhumains. Alors on consulte, on va voir quelqu'un, on parle à quelqu'un. Un psychanalyste, un psychiatre, un comportementaliste, un coach, un gourou, un magicien ou encore un hypnothérapeute ericksonien. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc en fait moi j'ai plutôt des angoisses qui reviennent évidemment sur... je sais à peu près peut-être d'où ça vient, mais du coup j'ai mon corps qui marque encore. Il marque encore? Ouais, voilà. Encore, ouais, en 2 mots. Et donc... et qui marque tout le temps, à certains moments de la journée? Ça me fait comme l'eczéma, des choses comme ça. Je sais pas si ça peut se guérir par l'hypnose ou quoi. Rapprochez-vous un peu, posez pas sur le bureau, enfin mettez-vous à l'aise, comme vous avez envie d'être à l'aise. Vous me dites que vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise? Ouais. Alors on va faire un petit exercice, juste je vais fermer les yeux, puis le truc qui vous enquiquine, vous allez, je vais vous poser des questions qui vont peut-être un peu vous surprendre, mais vous allez laisser apparaître comme si les paupières c'est un écran de cinéma. D'accord? Ça va bien? Vous l'avez là? Ok, stop. Alors vous faites un arrêt sur image, un peu comme si vous avez une télécommande dans la main, d'accord? Ok. Alors vous allez vous concentrer sur une des 2 mains, celle que vous voulez, d'accord? Et puis, mais consciemment, puis l'inconscient, lui, va en choisir une. C'est comme si vous, consciemment, vous en choisissez une, et l'inconscient, il choisit une autre. Vous allez voir un truc marrant, c'est que, à un moment, quand l'inconscient a choisi une main, et vous vous concentrez que sur les sensations. Alors ce que vous pouvez faire en même temps que la sensation, vous pouvez laisser les yeux de l'esprit, vous savez, comme si vous êtes capable de voir les choses qui sont là, à l'intérieur de l'esprit, ce qu'on fait tous. Et ben, vous pouvez laisser les yeux de l'esprit voir les mains. D'accord? C'est comme si en même temps que vous écoutez ce que je raconte, vous imaginez vos mains posées sur la bureau. Plus la main elle s'élève, et plus le corps il respire tranquillement, légèrement. Voilà, c'est comme si la main elle largue les amarres de tout ce qui pouvait peser jusqu'à présent. Exactement comme ça. C'est juste un cadeau que Marie se fait elle-même. Largue les amarres, briller, range tout ce qui est négatif. Peut-être écouter sa bonne étoile dedans, qui dit un petit truc important. Un peu comme souvent, on a une petite voix à l'intérieur qui dit les bonnes choses, les choses qui sont importantes, ou qui permettent de le ressentir, ou de voir une direction, je sais pas. Juste la main, à ce moment-là, clac, elle continue, ouais, exactement comme ça, c'est comme si elle se tourne, parfait, ouais, c'est super marrant ça, ouais, génial. Exactement, elle a le droit de bouger comme ça, exactement, de son identité. La main, elle est libre, son identité de femme, d'amie, de maman, dans le travail. Et la main, comme ça, elle avance à mesure que l'esprit trouve les meilleures solutions. Celles qui te correspondent. Exactement. Bravo. Alors, il reste encore un petit truc à faire. Prendre quelques instants juste pour se remercier. Déjà pour toute cette merveilleuse capacité mobilise toutes les solutions. C'est comme si, dans l'esprit de Marie, ce merveilleux voyage devient automatique. Si l'esprit se nourrit tous les instants de la vie, et qui se mobilise inconsciemment, quand il veut, autant de fois qu'il veut dans la journée ou dans la nuit, et que, automatiquement, ça vient nourrir ce nord de Marie, cette capacité à aller dans sa direction à elle. Et cette main va faire encore quelque chose de plus important. C'est qu'à mesure qu'elle va descendre pour se poser là où c'est important pour elle, sur la jambe ou n'importe où ailleurs, je sais pas, l'esprit va mettre en place ces solutions dans la vie de Marie. D'où vient notre inhumanité et comment en guérir? Psychanalystes et praticiens adeptes des TCC, les thérapies comportementales et cognitives, s'opposent à ce sujet. Ils proposent respectivement une écoute éclairée et des évaluations calibrées, voire, au fond d'une cour d'immeuble anonyme, une machine empirico-analytique aux allures de chaises électriques. Quand les patients arrivent, ils viennent avec une souffrance qui peut se traduire souvent, très souvent effectivement, par des comportements. Christine Mirabel-Saron, psychiatre, membre de l'Association française des TCC. C'est soit des comportements, on va dire, peut-être productifs.
je sais pas, voler dans un magasin, ils peuvent faire des crises de boulimie, ils peuvent se lacérer les bras avec un cutter ou des choses comme ça, qui vont les amener à consulter. Ça peut être aussi des comportements, je dirais dans le négatif, ce sont des évitements, c'est-à-dire ne plus sortir de chez eux, ne plus répondre au téléphone, fuir les contacts avec les autres, source de grande souffrance, c'est-à-dire c'est un non-comportement, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire une perte de comportement qui était leur comportement social avant qu'ils rentrent dans cette grande souffrance et qu'ils vont plus pouvoir maintenir. Et c'est cette perte de ce comportement avec un retrait, un repli sur soi qui va les amener à consulter. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'au départ, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a toute une phase qu'on appelle une phase d'évaluation. On estime qu'elle dure au moins 3 entretiens avec le patient et qui va nous permettre de comprendre dans ce qu'il vit, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses pensées, de ses émotions, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses comportements, qu'est-ce qui a changé récemment ou pas récemment, peut-être il y a 3 semaines, il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 5 ans ou 10 ans. Où est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il n'y a pas eu de rupture? Est-ce que ce changement a été progressif, pas à pas? Et dans ce changement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vécu, dans leur façon d'être? La dérive des TCC, c'est de vouloir appliquer à cette part de l'humain, cette insondable part de l'humain, vouloir lui appliquer, même pas un discours de la science, c'est pas possible, mais quelque chose qui ressemblerait. Agnès Aflalo, psychiatre et psychanalyste. Et donc de faire des évaluations qui sont une méthode qui vient de l'industrie automobile, et donc d'appliquer à l'humain des coches et des questionnaires qu'on trouve par exemple dans les magazines féminins quand on vous propose de savoir qui vous êtes, quel est l'autre de votre couple, etc., etc., en cochant des cases. Eh bien, c'est ça, l'évaluation des TCC, c'est rien d'autre que ces tests des magazines et qu'ils ont baptisé outils de recherche, et ils essayent de faire croire que ça aurait l'exactitude de la science. Alors, on va s'installer sur la machine. Je peux me passer la date de naissance exacte. On a besoin d'avoir au moins l'année. 61. Parce qu'on a un algorithme qui est sur l'année de naissance. Et a priori, vous êtes de sexe masculin. Alors maintenant, je vais préparer l'électronique. Je vais vous demander d'enlever vos chaussures, vos chaussettes, votre montre, tout ce qui est métallique sur vous. Éloignez les portables le plus possible pour éviter les interférences. Pendant ce temps, je prépare le système. Est-ce que vous mettez de la crème sur le front le matin? Non. Est-ce que vous transpirez en ce moment? Là, tout de suite, oui. Non. Est-ce que vous prenez des médicaments? Non. Bon, la vie est belle. Je pense que tout est OK. C'est bien. Installez-vous. Alors, je vais vous mettre 2 électrodes sur le front, 2 électrodes sous la main, 2 électrodes sous les pieds. Ça a duré 40 secondes. Et au bout de 40 secondes, on aura réalisé notre mesure que l'on va ensuite décoder sur nos serveurs informatiques. Installez-vous. Les mains, les pieds sur les plaques, les pieds sur les plaques, et vous ne bougez plus. C'est parti. Alors je suis en train de me promener sur votre corps. On mesure 180 points par dérivation directe et indirecte. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non. C'est normal. C'est un courant très très faible qui passe. En fait, ce sont des micro-courants qui sont injectés toutes les 12 millisecondes et qui passent d'une électrode à l'autre. C'est-à-dire tête-pied, tête-main, main-pied, droite-gauche. C'est fini. Alors, on nous a souvent posé des questions des validations statistiques, bien sûr, parce que quand on parle d'une validation empirico-analytique, en psycho, tout le monde est habitué aux tests crayon-papier. Depuis les années 50, les tests psychométriques, le Myers-Briggs, etc., etc. Donc, quand nous avons bâti notre premier modèle, il faut bien comprendre que c'était un modèle empirico-analytique a priori. On avait des hypothèses de départ. Dans un premier temps, nous avons corrélé avec les tests excitants, avec un taux de concordance qui était de plus de 80%. Donc déjà, c'était surprenant. Pour des comportements comme la recherche de nouveautés, il pouvait effectivement paraître bizarre de mesurer la recherche de nouveautés d'un individu par une mesure du passage du courant électrique sur le corps. Mais ça collait. Là, on a la chance de pouvoir corréler ce que j'ai appelé des comportements primaires
ce que j'ai appelé des cartographies, on va dire, biopsychologiques de l'individu, de manière extrêmement simple. Le postulat de base, le grand postulat de base, c'est de dire que la répartition des charges électriques et la bioimpédance du corps correspond à une cartographie comportementale, psychologique, émotionnelle et mentale, qu'on va pouvoir corréler de manière totalement satisfaisante, comme vous allez le voir sur les bilans, avec la réalité. Il y a des règles de psychologie qui valent pour tous les êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant cette phase d'évaluation? On essaie de comprendre ce que vit le patient, d'accord, c'est dans son vécu. Comment sont arrivés, on va dire, ces symptômes, ces comportements que vous appelez inhumains. Et puis, on va formuler des hypothèses. Alors, ces hypothèses, elles se basent sur quoi? Elles se basent sur ce qu'on sait de la psychologie clinique que tout le monde sait, c'est-à-dire, c'est quoi l'anxiété, qu'est-ce que peut être un vécu dépressif, qu'est-ce que peut être l'impulsivité, l'agressivité, donc ça a des données de psychologie clinique générale, et des références à une théorie comportementale et cognitive qui valent pour tous les êtres humains. C'est-à-dire, on appelle ça les lois de l'apprentissage en théorie. Donc c'est vrai que notre grille de décryptage, si on peut vous dire qu'on avait un logiciel de décryptage dans notre tête, eh bien c'est ça, c'est qu'on va essayer de comprendre la souffrance d'un individu au travers de cette grille de lecture de 4 lois psychologiques de l'apprentissage. QPM, une approche innovante pour accéder à la connaissance de l'être humain. Il ne s'agit pas là d'un test psychologique ou d'un test d'orientation, comme il en existe déjà beaucoup, car à aucun moment il ne passe par la voie du déclaratif. QPM vous permet d'accéder à la connaissance de la personne à partir d'un concept original, alliant une approche biophysique aux dernières découvertes des neurosciences et de la psychologie. Fondée sur la bioimpédance des tissus humains, QPM convertit les mesures en données exploitables via une interface informatique basée sur un modèle électronique de l'organisme. QPM, une entreprise citoyenne qui se veut participante et proactive dans l'approche humaniste des relations sociales. Alors, en ce qui vous concerne, on voit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe un peu en ce moment. Patrick Vizier, président de QPM. Ça se voit au niveau de l'attitude face à l'épreuve et la recherche de la nouveauté, qui sont toutes les deux en négatif. Il n'y aurait que l'attitude face à l'épreuve, ça irait, mais manifestement, il y a quelque chose qui vous fait ruminer en ce moment. Voilà ce qu'on constate. Par contre, le besoin de récompense est normal et la stabilité biophysique est normale. Voilà, c'est première chose à travers une première grille de lecture. Si on va voir l'intelligence émotionnelle, on a la confirmation à travers donc là, ce sont les travaux de Goldman, à travers les facteurs de maturité émotionnelle, on voit bien que la capacité à effacer les émotions négatives de la conscience est actuellement limitée, que la gestion de l'anxiété, en face de l'anxiété, il y a deux possibilités, soit on rumine, soit on agit. Eh bien vous, en ce moment, vous êtes plus en phase de rumination que d'action. Donc manifestement, il y a quelque chose qui doit vous préoccuper. Voilà, c'est ce que l'on peut dire. Sinon, il y a plein de choses qui vont bien. Il y a plein de choses qui vont très bien. Vous maîtrisez bien vos émotions. L'auto-évaluation est forte. L'énergie physique est bonne. L'énergie mentale est un peu basse. L'énergie émotionnelle est bonne. Vos potentiels forts actuellement sont la volonté, la combativité, le charisme, très bonne gestion du temps, mais plus centré sur le court terme, c'est normal. Puisque dès qu'on est branché sur le cerveau reptilien, on est plus en état de survie qu'en état proactif. Et il y a du stress, mais surtout, il y a pas mal d'anxiété. Voilà, en quelques mots, ce que l'on peut voir. Alors, ce qu'il y a de nouveau au jour d'aujourd'hui, avec cette hégémonie prétendue des cognitivo-comportementalistes, c'est qu'il leur est venu à l'idée de vouloir absolument maîtriser la jouissance de l'individu, et surtout de le contraindre à la symboliser, à la faire passer aux chiffres ou à la faire passer aux lettres.
au fond, à essayer de lui appliquer le discours de la science, comme si c'était possible. Le postulat de départ, c'est de dire qu'il existe une répartition des charges électriques sur le corps qui n'obéit pas au hasard, et on le sait depuis qu'il y a l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme. Nous sommes allés plus loin, nous sommes partis d'un postulat de départ qui dit que tout comportement, toute anomalie électrique, tout stress oxydatif ou clinique se localise sur une zone précise du corps. Par le passage du courant, selon le pH au niveau des tissus, on va avoir des modifications de ce passage de courant. Nous sommes partis d'un postulat de départ qui était le propre des sciences humaines, c'est-à-dire de poser un certain nombre d'hypothèses de départ qu'on appelle une validation empirico-analytique a priori. Nous avons formulé des hypothèses. Par exemple, une des premières hypothèses a été de dire que telle dérivation électrique était corrélable à l'activité de la dopamine au niveau du sang et au niveau chimie. On a vérifié s'il y avait une corrélation statistique entre la mesure sanguine de la dopamine et l'évolution de cette impédance maîtrise sur une dérivation électrique. Et on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation statistique. C'est né de là, en fait. Et après, on est allé beaucoup plus loin, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons 3 générations de produits. Vous avez une approche psychologique, biocomportementale, biopsychologique de la personnalité. Et après, on a quitté un peu la psychologie et on est rentré dans le stress oxydatif. Parce que là, c'est la mesure de l'impédance permet de mesurer le stress oxydatif au niveau des tissus. Et 3e étape, encore plus loin, c'est que nous sommes capables, en mesurant donc par des calculs dérivés, de mesurer les méridiens d'acupuncture et donc de déduire quels sont les nutriments, les aliments qui sont indiqués ou contre-indiqués. Donc nous aboutissons maintenant sur une 3e génération de produits qui n'a plus rien à voir avec la psychologie, mais qui est toutefois dérivée, de déterminer quels sont les aliments qui sont indiqués ou contre-indiqués dans le cadre d'un régime antioxydant ou d'un régime amaigrissant ou d'un régime standard pour être en état de bien-être, tout simplement. Je dirais que c'est une promesse de bonheur parmi d'autres. Promettre, au fond, au sujet un état de bien-être permanent correspond aujourd'hui à un idéal qu'évidemment la science est particulièrement attendue à produire. Donc, on peut dire que ce n'est pas une surprise que la science cherche, pour le bien de chacun, à exercer son pouvoir. Il y a cependant un reste inéliminable qui est le sujet, et évidemment la réponse du sujet qui, en tant que tel, garantit que c'est un projet qui ne peut pas aboutir. Par conséquent, d'un côté, on est dans l'utopie de la science, littéralement, dans une utopie qui ne peut que trouver un écho en chacun d'entre nous. Après tout, qui pourrait refuser l'idée d'un bien-être permanent ? Alors, je crois que là encore, c'est un rêve de la science. Je ne dis pas, bien entendu, que ces recherches n'ont aucun intérêt. Moi, je suis tout à fait pour que la science... Mais il faudrait que les scientifiques apprennent à détotaliser leurs avancées. Ce serait une grande avancée pour la science, je dois dire, qu'il n'ait plus l'ambition de fournir des réponses universelles là où nous avons affaire à des sujets qu'on ne peut considérer qu'un par un et qui, au fond, d'une certaine façon, produisent des inventions aussi extraordinaires, une par une, quand on les regarde sous un certain angle, que les prodigieuses avancées de la science. Il n'y a rien de plus singulier qu'un symptôme psy. Et à quoi on a affaire aujourd'hui avec la psychiatrie d'aujourd'hui ? On peut dire qu'on a affaire à une psychiatrie inhumaine. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est coupée de la clinique, elle l'a rejetée. La clinique classique et la clinique que la psychanalyse a apportée. En revanche, comme elle est frappée, elle aussi, comme ce magistère de la médecine scientifique et des psychiatres est aussi frappé dans l'exercice de son autorité, la psychiatrie a décidé d'essayer de se raccrocher au scientisme des TCC en espérant pouvoir se parer du label de la science. C'est ça son opération. Hold up et main basse sur le signifiant psychothérapeute pour pouvoir essayer d'avoir une notoriété qu'elle n'a jamais eue. Bon. Alors, évidemment, on a envie, ces docteurs, ces médecins, on a envie de les appeler diafoirus. Comment faire autrement ? Et pourquoi ? Mais parce qu'ils craignent la liberté et la responsabilité qu'elle implique. Aussi, ils rêvent de découvrir des lois qui les asservissent comme des machines. Voilà leur rêve. Mais comme ils ne peuvent pas les trouver, eh bien, ils adressent leurs prières aux législateurs comme si les lois de la République
pouvait commander aux lois de la science. Ça, c'est un rêve. Et un rêve dangereux, bien sûr. Pourquoi ? Bien parce qu'en attendant, le scientisme va faire les mêmes ravages que les machines l'ont fait pour la médecine scientifique. Et ces machines inhumaines qui sont en marche, elles ont d'abord produit des manuels qui valent pour tous, bien sûr, où surtout on continue de renforcer l'effacement de la singularité de chacun, et on voit les effets qu'on obtient, c'est des victimes en série, en masse. Et par exemple, ça peut être les meurtres en série dans les universités aux États-Unis, ça peut être les crimes évidemment de personnes dont on apprendra ensuite par les médias qu'ils étaient suivis par des psychiatres, ou alors ceux qu'on retrouve en prison. Donc le diagnostic de psychose n'est établi que une fois qu'ils sont en prison. Et avant quoi ? Comme si on ne pouvait pas prévoir ça avant. Or, on peut. Mesurables ou insondables, nos actes inhumains emplissent les questionnaires formatés des comportementalistes et le dialogue singulier que d'aucuns entretiennent avec leurs psychanalystes. Partant, les professionnels de la psyché prévoient, apaisent et parfois déchaînent nos passages à l'acte criminel. Mais il est une intention inhumaine difficilement qualifiable et parfois incurable, celle du suicide. Saint Augustin y voyait un crime commis par un innocent. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque y voyait quant à lui l'expression de la liberté de l'homme. Tu trouveras jusqu'à des prophètes de la sagesse qui dénient le droit d'attenter à sa propre vie, tiennent pour une impiété de se faire le meurtrier de soi-même et veulent qu'on attende pour sortir de la vie l'ouverture fixée par la nature. Parler ainsi, c'est ne pas comprendre que l'on ferme la route de la liberté. Un des plus grands bienfaits de l'éternelle loi, c'est que bornant à un seul moyen l'entrée dans la vie, elle en a multiplié les issues. Attendrai-je la brutalité de la maladie ou celle de l'homme, alors que je suis en mesure de me faire jour à travers les tourments et de balayer les obstacles ? Le grand motif de ne pas nous plaindre de la vie, c'est qu'elle ne retient personne. Tout est bien dans les choses humaines dès que nul ne reste malheureux que par sa faute. Vivre t'agrée, vis donc. Il ne t'agrée pas, libre à toi de t'en retourner d'où tu es venu. Au fond, pour un psychanalyste, le suicide est un acte. Et l'acte, c'est précisément quelque chose qui relève de l'humain. Les animaux ne commettent pas d'actes, ils commettent des actions. L'acte, c'est quelque chose qui fait qu'avant et après, le sujet n'est plus le même. Il est transformé par son acte. Seul l'humain a cette faculté. Il peut se transformer jusqu'à même se donner la mort, bien sûr. Au fond, je reprendrai là une indication que Lacan donne à propos du suicide. Il dit la chose suivante, et je pense qu'il confirme de cette façon-là qu'au fond, il a l'idée que le suicide est bien un acte. Il dit « Le suicide est une décision », j'insiste sur le mot « décision », insondable du sujet. Bien. Au fond, façon de dire qu'on n'en sait rien parce que le sujet n'est plus là pour en témoigner, mais par contre, ce dont on est certain, c'est que c'est une décision. Alors, c'est une décision, je dirais, contre l'inhumain. C'est une décision que je dirais humaine contre l'inhumain. Le suicide vient d'une souffrance, n'est-ce pas ? Et ce qu'on veut supprimer, certainement, quand on se suicide, c'est la souffrance. Par conséquent, du point de vue de la psychanalyse, je pourrais dire que pour les sujets qui se suicident, qui décident ça, pour rester dans la ligne de Lacan, eh bien, on peut dire que c'est l'acte humain ultime. Nous, en thérapie comportementale et cognitive, on travaille beaucoup chez des personnes qui ont des idéations suicidaires, c'est-à-dire qui ont des idées de suicide. C'est-à-dire chez un patient qu'on va rencontrer,
On va chercher à savoir, est-ce qu'ils ont comme ça des idées noires, des idées très, très négatives, des idées très sombres, afin déjà d'évaluer où elles en sont, ces idées sombres. Est-ce qu'elles sont des pensées comme ça, un peu de lassitude de la vie, voilà, si je me réveillais pas demain matin, ben, ce serait bien si je pouvais m'endormir à jamais. Est-ce que ce sont des idées comme ça, dans cette tonalité, mais on va dire qu'ils sont très floues, très générales, ou est-ce que le patient a déjà des idées plus élaborées, voire même a déjà fomenté un scénario suicidaire, c'est-à-dire qu'il stocke déjà depuis quelques semaines les médicaments prescrits par son médecin dans le but de les avaler tous d'un coup, en les mettant dans une petite cachette secrète que sa famille ne connaît pas à son domicile. Donc on va essayer de savoir où en sont ces idées suicidaires, où en est son projet suicidaire. Est-ce qu'il a un projet? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il a déjà repéré que dans telle station de métro ce serait plus facile parce que ci, parce que cela? Voilà, où en est l'élaboration de ce projet de mettre fin à ses jours? La démarche de ses collègues, c'est une démarche d'objectivation. Essayer d'objectiver, de mesurer où en est le sujet, malgré tout, de son projet suicidaire. Donc, au fond, jusqu'où il y croit. Évidemment, c'est tout à fait à l'opposé de la phrase de Lacan. Quand Lacan dit que le suicide est une décision insondable du sujet, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment mesurer ça. Mesurer ça suppose autre chose. Suppose d'établir une relation avec le patient qui met en jeu cette chose qui, je pense, malheureusement, est trop refusée par les tenants, par exemple, des thérapies comportementales, qui est le transfert. Il y a là un engagement qui suppose, évidemment, quelque chose de plus artisanal. C'est pas la même palpation, si je peux dire, de la chose, n'est-ce pas? Dans un cas, je dirais qu'on met des gants stériles. Dans l'autre cas, je pense que les psychanalystes mettent les mains dans le cambouis. Je pense que l'abord par les questionnaires supprime la place du sujet et entraîne le sujet lui-même dans une auto-objectivation, et que l'objectivation, bien entendu, peut donner le risque que le sujet se considère comme un objet. Il faudrait voir si l'amplification de cette démarche-là ne risque pas d'avoir un effet à terme qui augmente la valeur de déchet, d'objet déchet du sujet. Donc on va beaucoup questionner le patient afin de savoir où il en est, où en sont ses pensées, pour pouvoir travailler dessus avec lui. Parce que nous, l'hypothèse qu'on a, c'est que ces pensées, eh bien, elles ne sont pas naturelles. C'est-à-dire, si vous allez bien, sans être très euphorique, si vous êtes ni triste, ni très angoissé, ni désespéré, ni tout ça, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ayez comme ça des idées noires, des idées de mettre fin à vos jours, d'une façon ou floue ou élaborée à très élaborée. Donc on va essayer d'investiguer, d'évaluer, puis ensuite d'expliquer au patient, parce qu'on a un côté toujours très éducatif avec le patient, que voilà, eh bien, l'être humain n'a pas ce genre de pensée s'il n'est pas sous le sceau d'émotions qui sont délétères pour lui, qui sont vraiment perturbatrices, et qu'on leur propose de travailler dessus. Donc on a cette spécificité en thérapie comportementale et cognitive, effectivement, de travailler, d'aborder ces pensées noires, ces pensées suicidaires, de travailler avec eux sur ces pensées pour, je dirais, faire la part des choses. Donc on va au départ beaucoup travailler sur voilà, ces moments avec ces pensées, travailler sur les cognitions, ce qu'on appelle de la thérapie cognitive, c'est-à-dire travailler sur ses pensées, lui apprendre des outils pour contre-argumenter cette pensée, pour que le patient puisse discuter avec lui-même. La position de mes collègues, en quelque sorte comportementalistes, est une position qui utilise des méthodes qu'autrefois on appelait suggestion, persuasion, n'est-ce pas? Donc le psychanalyste, lui, se préoccupe pas de convaincre son patient au sens de la persuasion. Il se propose d'abord de se constituer à la place de cet autre, j'allais dire qui n'existe pas, qui n'existe plus pour ce sujet, de recueillir cette expérience dans sa valeur même et d'explorer avec le sujet les portes qu'il a laissées fermées et qui pourraient être réouvertes
et qui redonne au désir sa chance. Mais on n'a jamais réussi à convaincre quiconque de ne pas se suicider, quiconque y était réellement décidé. Laissez ouvrir votre dos, votre ventre et votre cage thoracique. Votre peau tout entière respire. Votre cœur. Sentez le poids de vos mains, de vos doigts, vos poignets. Comment on peut leur apprendre un outil de relaxation, un outil de gestion de l'angoisse qui permet de réguler biologiquement l'angoisse avec des techniques de relaxation, des techniques respiratoires, pour petit à petit supporter l'arrivée de cette angoisse, la reconnaître, arriver à la supporter, arriver à la gérer et surtout arriver à la diminuer physiquement et physiologiquement. Donc on aurait quelque chose comme ça en 2 temps. Un travail sur les pensées suicidaires et sur toute la gestion des émotions, et un deuxième travail ensuite sur la gestion de l'angoisse, et là qui est un apprentissage à une régulation physiologique et biologique de l'angoisse. S'il y a dépression, il faut traiter cette dépression. La dépression est un désordre biologique, qui a un soubassement biologique, ce n'est pas un phénomène intrapsychique. On a incriminé des molécules chimiques qui transmettent l'information d'une cellule cérébrale à une autre. Donc il y a plein, on appelle ça des transmetteurs, des vecteurs chimiques qui passent l'information. Donc il y en a de plus en plus incriminés dans la dépression. On a souvent parlé de la sérotonine. Elle est très incriminée dans l'anxiété, mais aussi dans la dépression. La noradrénaline est incriminée dans la dépression et d'autres. Qu'est-ce qui déclenche qu'à un moment donné, ça se dérégule ? Les études ont montré qu'avec les médicaments antidépresseurs, les molécules, cette régulation se fait. Ça a été évalué sur plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, le plus simple, c'est le traitement antidépresseur, mais voilà. Pensez aussi que le patient, il a aussi une vie, il a une histoire, il a des émotions, et que pour beaucoup d'entre eux, des fois, il est aussi important d'avoir une aide psychologique. Donc oui, dans la dépression, et on continue à explorer. On pense qu'il y a bien d'autres neurotransmetteurs qui sont dérégulés, qu'il y a une régulation à faire. Souvent, mes collègues qui utilisent le TCC utilisent beaucoup de médicaments. Des psychanalystes reçoivent aussi des gens qui prennent des médicaments. Il y a parfois aussi une aide médicamenteuse, disons, qui anesthésie les parts trop douloureuses du sujet ou qui les modifie en partie et qui parfois limite, parfois augmente le risque suicidaire. Quand vous prenez certains médicaments, ils viennent là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Ils arrivent, ils piétinent tout, ils renversent les quilles, et puis évidemment, quand il n'y a plus de quilles debout, on est tranquille. Personne ne viendra vous perturber sur le jeu. Hein, mais c'est à quel prix, hein. Beaucoup de psychotropes sont utiles parce que dans des grands moments de crise, il vaut mieux tout arrêter. On dit, allez, hop, on renverse les quilles et puis on ne joue plus. Mais il faut bien savoir qu'on ne joue plus à ce moment-là. On ne peut pas jouer une vie équilibrée avec le recours à des agents chimiques qui viennent taper sur tel ou tel neurotransmetteur plutôt que sur tel autre. Nous ne maîtrisons rien de la complexité de la chimie du cerveau, il faut bien le savoir. Et très souvent, des antidépresseurs qui sont prescrits à mauvais escient, qu'il s'agisse du Prozac ou d'autres, qui tapent surtout sur un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, peuvent emporter des effets inverses. Un déprimé peut très bien se suicider sous l'effet de l'antidépresseur qui le libère. Et c'est youpi, je me jette par la fenêtre, vive la mort, vous comprenez ? Merci à Marie-Caroline Ponce, Clémentine Dune et Arnaud de Staël. Texte dit par Christine Gage et Serge Renko.
Petite vengeance. Jérémy Piazza et Raphaël Kénéen. Mélangé par Alexandre Dang. Prise de son, Stéphane Foulon et Raymond Albouy. Mixage, Cécile Braque. Réalisation, Rafik Zénine. C'était Le propre de l'homme, un documentaire de Martin Kénéen. C'était Sur les Docs, l'heure du documentaire sur France Culture. Vous pouvez réécouter les émissions de Sur les Docs en vous rendant sur le site franceculture.com. Demain à 16h, troisième volet de notre série sur le concept d'inhumain, avec un documentaire de Martin Kénéen et Rafik Zénine intitulé « La République des cadavres ».